dirais que je suis passé de 70 000 à 600 000 là, en 8 mois même pas. On a des galères, mais ça fait partie du jeu entrepreneurial. Mais ça a joué un petit peu sur la mort de notre business en fait. On s'est fait saisir la marchandise à la douane parce qu'on a fait une boulette. Et c'est là où je me suis dit, bah non, c'est mort. Et du coup, à ce moment-là, j'étais pas du tout, je pense, j'avais pas du tout la mentalité entrepreneuriale, mais c'est là où j'ai commencé à sentir qu'il fallait que je me bouge les fesses. Bon, bienvenue sur le podcast Père Castor, raconte-nous ton histoire. Merci pour ton invitation, Amaury, je te remercie. Aujourd'hui, c'est Tristan Gatelier qui tu vas nous partager ton parcours. C'est assez atypique, c'est quand même une belle réussite, donc c'est cool de le souligner. On va pouvoir rentrer un peu dans le détail. En plus, tu as plein de sujets, en tout cas, tu as plusieurs sujets. Ce qui est marrant tout à l'heure, c'est que tu as dit il ne faut pas se disperser, mais est-ce que toi, tu ne l'es pas finalement en ayant des activités? Peut-être, effectivement, mais je pense que ça fait partie de la nature de chaque entrepreneur de vouloir aller faire pas mal de choses, effectivement, différentes. Et je pense que la plupart, justement, des entrepreneurs gagneraient plus, se développeraient plus à faire qu'une seule chose. Ouais. On est dans une société de spécialisation et du coup, on a tous tout intérêt d'être vraiment reconnu en tant qu'expert sur un sujet. Et c'est vrai que parfois, se diversifier peut limiter les résultats, quoi. Après, c'est toujours pareil, ça dépend de ta maturité entrepreneuriale. Est-ce que finalement, au départ, la diversification ne permet pas quand même de faire des synergies? Moi, je pense notamment aujourd'hui, je suis sur 2 sujets. J'ai l'impression que l'une me permet d'apporter à l'autre et réciproquement. Notamment une tranquillité d'esprit parce qu'avec l'une, j'ai une activité où tous les mois, je sais combien je vais gagner à peu près. Et donc, ça me permet d'être stable mentalement sur ce sujet-là. Et l'autre, c'est beaucoup plus en dents de scie en termes de revenus. Tu vois, je me dis des fois, il peut y avoir des complémentarités quand même sur ce secteur. Ça dépend aussi, je pense qu'il n'y a pas de situation... Il n'y a pas de règle. Tu vois, il n'y a pas de règle déjà. Dans le business, il n'y a pas de règle déjà. Et deuxièmement, si je ne dis pas de bêtises, tu as des associés. Oui, c'est vrai. Voilà, donc rien que ça change. En fait, quand tu as des associés, tu peux après te diversifier. Ouais. Justement, tu peux par exemple prendre 2 sujets. Quand tu n'as pas d'associés, c'est là où tu as plus de, entre guillemets, de sujets. Et donc, la diversification à tempérer. Non, mais je suis assez d'accord. Aujourd'hui, moi, c'est un vrai sujet d'être sur 2 projets en même temps. C'est pas forcément la meilleure stratégie. Pour l'instant, ça me convient, mais je sais qu'à terme, il faudra faire des choix et voir comment toi, c'est quoi tes 2 sujets, du coup? Moi, c'est le clé en main et la formation. Et la formation. Donc, ces 2 sujets-là font que c'est assez chronophage, finalement, les deux en même temps. Ça reste lié à ton secteur, qui est l'IMO. Ah oui, bien sûr. Donc, mais tu dis ça, mais parfois, la diversification, justement, il y a des liens toujours, mais parfois plus ou moins étroits, quoi. Ouais, bien sûr. Bon. Donc le podcast, c'est, je le disais tout à l'heure, Père Castor, raconte-nous ton histoire. On va revenir à ton premier souvenir, soit d'entrepreneur, soit d'investisseur, et remonter un peu le fleuve ou la rivière de ta vie. Moi, en tant que castor, je vais mettre des barrières, schématiquement des barrages, qui vont être les questions que je vais te poser tout au long. Mais avant qu'on revienne à ce premier souvenir, est-ce que en 2 minutes, tu peux te présenter qui tu es et nous donner quelques chiffres? Je creuserai un petit peu pour comprendre ce que tu fais comme activité aujourd'hui. Ouais, avec plaisir. Du coup, donc, en 2 minutes, 2 minutes c'est assez long, donc ça va me permettre de parler un petit peu. J'ai commencé du coup mon parcours entrepreneurial avec une start-up de vélo électrique. Ça n'a pas spécialement évolué comme on voulait à l'époque. Je pourrais revenir là-dessus un peu plus tard. Aujourd'hui, du coup, je suis le fondateur d'une agence spécialisée WordPress WooCommerce à Paris, dans le 8e arrondissement, depuis maintenant un peu plus de 4 ans. Aujourd'hui, je fais partie d'un groupe, donc l'activité a été revendue, je suis encore engagé dedans et je cherche toujours à rendre mon agence numéro 1 sur la partie WooCommerce. On fait beaucoup de sites e-commerce, on fait également du coup des sites vitrines avec du WordPress et toutes les technos qui sont liées à WordPress. J'ai également une activité e-commerce en parallèle de cette activité qui elle est toujours qui n'a pas été cédée. Et puis pour le moment, je suis encore très focalisé sur le développement de mon agence, de mon équipe et je prends vraiment beaucoup de plaisir là-dedans. Investisseur, non, je suis pas un investisseur, hein, je me considère pas comme ça, en tout cas pas encore aujourd'hui, peut-être un peu plus tard. J'espère que... T'es déjà bien plus investi que beaucoup de personnes qui se considèrent elles-mêmes investisseurs. Ah, peut-être, mais ça après, voilà. C'est toujours comment tu te positionnes. Je pense que le créateur de richesse numéro 1 vient par le business. Oui. L'investissement, c'est que du bonus. Ouais. Effectivement, j'ai un peu de crypto-monnaie, j'ai un peu d'actions en bourse, j'ai un peu d'IMO maintenant, mais voilà. C'est une manière d'augmenter la LTV de la richesse créée. C'est surtout pour sécuriser, c'est surtout pour voir des chiffres un peu derrière, mais disons que le créateur de valeur principal et ton vecteur principal doit rester le business. Si
Le reste, c'est du bonus. En quelques chiffres, aujourd'hui, sur l'agence WooCommerce, on peut l'appeler comme ça. Ouais, tout à fait. Ingenious, on peut donner son nom. Ouais, Ingenious, tout à fait. Et donc, vous êtes une vingtaine de personnes, On est une tu vingtaine, le rappelais tout à l'heure. On arrive à une vingtaine de personnes. Vous faites à peu près... on peut donner les chiffres Ouais, ça, on peut c'est donner pas un les chiffres. De toute problème façon, c'est sur Paper, ça. Donc, c'est sur Paper, c'est juste un an de décalage. Mais l'année dernière, du coup, on fait 1,9 million. Ok. Cette année, je ne sais pas ce qu'on va faire. On devrait être pas une si croissance que ça. On devrait faire 2,1 millions, 2,2 millions. C'est toujours compliqué de se projeter. Je suis en retard en plus sur ma compta, donc je n'ai pas les projections. Mais voilà, de toute façon, belle croissance, effectivement, la deuxième, troisième année. Forcément, on arrive après à ce type de montant, à un certain plafond de verre. Mais je pense que c'est normal quand tu as ce type d'agence, quoi. Voilà. Ok. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, une évolution à partir d'un certain moment. Et de l'autre côté, un site e-commerce. Et donc là, effectivement, alors plusieurs sites e-commerce. Donc là, je suis vous en avez 90, je crois. Alors, c'est toujours pareil, si tu comptes les internationaux, effectivement, je ne sais plus combien on en a beaucoup. Alors, bon, la réalité, on n'en a qu'une partie, on n'a que 20% qui font 80% du résultat. Ouais. Donc, j'ai un partenaire qui s'appelle Enzo, et effectivement, on a quelque chose d'assez vertueux où on développe des sites e-commerce. On essaie de on les fait tourner, et justement, notre objectif, c'est d'avoir une valorisation de ce parc e-commerce. Et donc, on monte des sites. Essentiellement aujourd'hui en dropshipping, on est en train de refaire un switch sur la création de marques, mais voilà, on a toujours ces business et on commence à se diversifier sur de l'achat et de la revente de business. Donc l'idée, c'est d'acheter un business, de le retaper ou soit le garder et tout simplement de le faire valoriser après dans le parc. Voilà, donc moi je suis encore très focalisé aujourd'hui au sein de mon agence, mais effectivement à voir après... entre guillemets, sur la valorisation. Aujourd'hui, tu me disais, je crois, c'est entre 4 et 5 millions d'euros de chiffre d'affaires généré par ces sites e-commerce. Ouais, même peut-être plus cette année, du coup, c'était l'année dernière. Okay. On n'a jamais eu une vraie compta parce qu'on a plusieurs entreprises, etc. On n'a jamais fait de consolidé. Okay. Mais l'année dernière, on est entre 4 et 5 millions. Cette année, on devrait être à plus, bien plus même. Bien plus ouais, je pense qu'on devrait entre faire... 7 et 10 Ouais, 7 et 8, je pense. D'accord. Après, à voir, encore une fois, je n'ai pas fait de consolidé. On encaisse surtout en novembre-décembre. Okay. Donc, en fait, c'est toujours compliqué de savoir quel chiffre on va faire. Mais voilà, on est vraiment focalisé sur le développement. Ce n'est pas encore une activité qui nous génère beaucoup de bénéfices. Enfin, beaucoup de marge, on va dire, plutôt marge nette, d'EBITDA, parce qu'on fait beaucoup de réinvestissement. Ok. Mais voilà. sans compter ce réinvestissement, Ah oui, ça fait en marge, ça fait 20% de marge, je pense, à peu près. Donc, ce qui est pas mal pour des boîtes de cette taille-là. Voilà, si tu comptes pas les réinvestissements, mais après, voilà, un bilan comptable, tu le comptes avec... oui, bien sûr, mais aujourd'hui, vous êtes dans une perspective de développement, et donc c'est pour ça que vous réinvestissez. Mais... Toujours. Non, mais 20% pour une boîte qui fait 7-8 millions, c'est plus qu'honorable. Enfin, on est entre 10 et 30 pour celles qui sont le plus... Mais j'ai le sentiment que tous les copains qui ont des boîtes de ce niveau-là, ils font pas plus de 30%. Ouais, mais marge, du coup, on est... quand je te dis marge, c'est marge brute, du coup. Ah, c'est marge brute. Bah, c'est toujours pareil, qu'est-ce que tu appelles dans la marge? Moi, les investissements, je les compte dans la marge nette, du coup. Enfin, après, c'est toujours pareil. Ok, pour moi... Si tu comptes en amortissement ou pas, tu vois, mais... Ouais, écoute... Sinon, on est à zéro. En marge nette, on est à zéro, du coup. Vous arrangez pour être à zéro. Voilà, oui. Non, mais tu fais en marge brute, et après, tu as 20% d'investissement. C'est ça, j'ai à peu près... voilà, si tu enlèves les salaires, moi j'enlève marge brute, t'enlèves... Marge nette avant investissement, ok. Marge nette avant investissement, et on va dire plan de développement, rachat d'actifs aussi. Ouais. Non, mais ça, c'est différent. Si vous rachetez des sites e-commerce, etc., c'est du développement. Donc, ok. Donc, ces deux activités, c'est quoi, tu disais tout à l'heure, il y a une volonté de valoriser ce portefeuille jusqu'à 10 millions et de le revendre. C'est compliqué. En fait, malheureusement, le business en ligne, c'est pas comme une entreprise. Une entreprise, souvent, après, ça dépend des secteurs. Hein, et bien sûr, enfin, ça va se vendre peut-être plus de 10 fois l'EBITDA, mais on va dire que la plupart des entreprises que tu vas trouver dans le commerce, c'est vendu 3 fois l'EBITDA annuel. Ouais. Sur la plupart des boîtes, tu vas trouver des trucs qui ont un peu de MRR qui va être à 5-6. Ouais. Peut-être un peu plus, mais donc, globalement... MRR, mensuel recurring revenu, et 5-6, ça veut dire que si tu fais 100 000 euros par mois, ou on va dire 1 million à l'année, donc ARR, annuel, l'équivalent du MRR, mais x12, tu le multiplies par 5 pour valoriser ta boîte. Ouais, c'est pour ça que d'ailleurs, le chiffre d'affaires, là, on l'évoque, ça fait un peu show-off, mais finalement, on s'en fiche un peu, ce qui nous intéresse, c'est la marge. C'est que l'EBITDA, exactement. En fait, la plupart, ou le résultat d'exploitation, aussi appelé REX, du coup, qui est en gros la valorisation de boîte, soit elle se base sur le REX, soit l'EBITDA. De toute façon, c'est des montants qui sont assez proches généralement.
Effectivement, on compte que comme ça. Une boîte qui fait 20 millions de chiffre d'affaires, mais qui fait 0 d'EBITDA, elle vaut rien. Typiquement, moi, dans les dossiers d'agence, parce que du coup, je fais partie d'un groupe maintenant et on voit pas mal de trucs. Il y avait une agence qui faisait 2 millions, qui était une boîte de réseaux sociaux, bien sûr, je ne vais pas la citer, mais qui est assez connue sur le marché. Elle faisait 50 000 d'EBITDA. Sa boîte, elle valait rien, du coup, elle vaut rien. Et je pense qu'il s'en est rendu compte, le fondateur, que voilà, sa boîte valait pas grand-chose. Effectivement, donc ce qui va valoriser une boîte, souvent, la plupart des boîtes, ça va être 3-4 fois l'EBITDA. Et si tu as un peu de MRR, ça vaudra un peu plus, peut-être 5, 6, 7. Donc effectivement, basé toujours, donc l'EBITDA, tu fais 100 000 de résultats annuels. Si tu as du MRR, peut-être que ta boîte vaudra 600 000. Voilà. C'est pour ça que d'ailleurs, les boîtes aujourd'hui, les agences qui sont bien valorisées, c'est des agences qui, justement, peut-être sont sur des modèles à abonnement. Bien sûr. C'est pour ça que tout le monde fait ça d'ailleurs. Et c'est pour ça que tout le monde fait ça. C'est que d'un coup, tu passes d'un multiple à 3 à 6, tu vois. Voilà, tu fais x2 sur ta valo à peu près. Voilà. Ok, donc tu as monté l'ensemble de ces activités en même temps. Moi, j'ai envie de te poser une question. J'ai pas envie de te mettre mal à l'aise là-dessus, mais ça m'intéresse quand même d'avoir ta réponse en plus en podcast. Tu m'as dit il n'y a pas si longtemps que ça, et tu y réponds si tu veux y répondre, mais tu m'as dit il n'y a pas si longtemps que ça, si j'avais su, j'aurais fait un focus e-commerce. Après, on viendra à ton premier souvenir, mais tu penses que tes résultats auraient été bien différents? C'est quoi l'apprentissage que tu as sur ces 4-5 dernières années? En fait, c'est toujours pareil. C'est toujours facile de mettre des si et de refaire le monde. Mais c'est vrai que l'agence... Non, je pense que toujours que l'agence, c'est le meilleur business model pour démarrer. En fait, et je pense que c'était normal que je passe par là. Quand tu n'as pas d'investissement, l'agence et la prestation de service en règle générale, parce qu'après, tu peux être aussi en freelance, reste le meilleur truc pour commencer. Pourquoi? Parce que c'est à cash flow positif. Là où le e-commerce, tu peux vite déraper et entre guillemets, tu peux vite te mettre dans certaines difficultés si tu n'as pas de capital ou si tu n'as pas de gestion. Donc, à refaire, je pense que de toute façon, en tous les cas, je n'avais pas trop le choix, on va dire. Quand tu n'as plus de capital, la prestat de service, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Mais effectivement, c'est sûr que entre guillemets, si j'avais plus l'agence ces 2 dernières années, que je m'étais fait un focus e-commerce ou que j'aurais switch peut-être l'agence 100% en e-commerce, c'est-à-dire qu'effectivement, j'aurais eu un meilleur chiffre d'affaires, un meilleur EBITDA. Enfin, après, on peut refaire le monde. Non, tu supposes, mais tu penses que tu aurais pu avoir des résultats bien certainement, même, j'en suis quasiment sûr. Ok. Ouais. C'est quoi ton premier souvenir d'entrepreneur? Alors, pour revenir effectivement à ta question initiale, mon premier souvenir, en fait, c'est simple. Moi, j'ai commencé à vendre... alors, j'ai déjà raconté cette histoire, d'ailleurs, justement, au podcast que j'ai fait avec Enzo. Mais pour moi, c'est vraiment le marquant, justement, de mon aventure entrepreneuriale. J'avais fait une école de commerce, comme tout le monde, parce que... comme tous les gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie, je trouve. C'est vrai que c'est un peu plus ça. Et du coup, pendant cette école de commerce, j'avais eu un échange du coup international où j'ai fait pour faire un double diplôme en Irlande. Ouais. Et en fait, en Irlande, ça je le savais pas spécialement à ce moment-là, mais c'est plus cher que Paris encore. Et en fait, j'avais du coup une pension entre guillemets de mon père à l'époque parce que mes parents étaient divorcés et en gros, j'avais une pension qui me permettait à la limite de survivre à Paris, mais à Dublin qui était encore plus cher. Franchement, c'était trop juste, tu vois. Le prix des loyers était plus cher qu'à Paris ou c'était la ville en elle-même? Tout était plus cher. Du coup, en fait, pour te dire, je partageais une chambre dans une maison qui elle-même était partagée, tu vois, avec 8 personnes. Et je partageais une chambre, tu vois. Il y avait genre 4 chambres et vous étiez 2 par chambre, quoi. Non, il y en avait qui avaient une chambre solo, mais oui, effectivement, moi, ma chambre, je la partageais, tu vois. Ouais, c'est relou, ça. C'était relou, mais surtout, tu vois, je me rappelle que pour économiser, je devais acheter des sacs de riz de 15 kilos. Ah ouais? Et je pense que ça m'a fait un peu chier, tu vois, vraiment. Ouais. Alors, ça m'a vraiment fait chier, au fond de moi. Et je crois que c'est la première fois où, tu vois, je me suis jamais senti pauvre, tu vois, avant ce moment-là. Et c'est pas si vieux que ça, c'était Non, j'avais 20 ans. J'avais 20 ans. Donc, ok. donc t'as fait un... C'était un bachelor. Ah, t'as fait un bachelor. Okay. J'ai pas fait master. Okay. Je me suis arrêté. À la base, justement, j'aurais bien aimé arrêter les études, mais c'était compliqué à négocier avec mes parents. J'ai fait du coup la seule école de commerce qui est publique, qui s'appelle Télécom, ouais. Et je crois qu'ils sont devenus payants d'ailleurs. Ouais, ça a toujours été payant. C'est juste que tu pouvais. Quand tu étais boursier, tu payais pas. Et vu que j'étais boursier aussi, c'est pour ça que c'était gratuit. Faire une bourse, c'était du coup gratuit. Okay. Mais ça a toujours été payant. Effectivement, je crois qu'ils ont bien monté les prix, mais j'ai pas trop suivi. J'ai pas trop suivi. Et en gros, du coup, je me suis vraiment senti pauvre. Et c'est là où je me suis dit, non, c'est mort.
c'est mort. Et du coup, à ce moment-là, j'étais pas du tout, je pense, j'avais pas du tout la mentalité entrepreneuriale, mais c'est là où j'ai commencé à sentir qu'il fallait que je me bouge les fesses, quoi. Voilà. Ok. Et donc, j'ai commencé à essayer de vendre des prestats, j'ai essayé de me mettre sur qu'est-ce que je pouvais vendre. L'informatique, ça m'intéresse, vas-y, je vais monter. Et donc, en fait, non, j'ai monté la troisième année du coup de bachelor, donc dernière année, c'est là où j'ai commencé à vendre mes premières prestations. À l'époque, il n'y avait pas tout ce qui est alternance aujourd'hui. Aujourd'hui, la plupart des gens qui sont en bachelor, ils font, ou même des masters, ils font des alternances, ils ont déjà des revenus, mais ça, d'ailleurs, c'est pas mal. Mais à l'époque, on n'avait pas. Tu commençais soit par un stage. Mais un stage, tu étais payé 500 balles. Voilà. Donc, j'ai commencé à faire du freelancing, en fait, tout simplement. Et j'ai vendu des premiers sites, j'ai vendu des premières créas graphiques, des plaquettes, etc. Donc, premier souvenir entrepreneurial, c'est ça, en fait. C'était il y a 10 des premières ans missions de freelance. C'était en 2014-2015 Ouais, j'avais 20 ans, ouais, donc c'était il y a 10 ans, ouais. Ok. C'est ça. En plus, c'était pas autant développé qu'aujourd'hui, si J'ai gardé... Non, c'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Mais justement, ça, en fait, tu avais le statut de micro-entreprise ça faisait pas longtemps qu'il a été créé, ça faisait déjà quelques années. Mais ouais, je sais plus de quand il date, le statut de micro-entreprise, mais c'était à quelques années près, quoi. Ok. T'as pas eu de souvenir avant où, je sais pas, tu vendais des chaussures non, ou quoi? Je pourrais te raconter ce storytelling. La vérité, j'ai une mémoire de merde. Donc, tu te souviens pas avoir fait de l'argent cette forme? Non, je pense vraiment l'élément principal, c'est vraiment l'Irlande. C'est ça qui m'a un peu débloqué, où je me suis dit, il faut que je fasse de l'argent, en fait. Vraiment. C'est ça le premier déclic. Mais j'étais perdu à ce moment. Enfin, je savais pas trop comment on en faisait, tu vois. Mais, ok. Et donc, du coup, t'as été freelance en Irlande ou c'est quand t'es alors, revenu ouais, en France? j'ai commencé en Irlande à créer justement ma micro-entreprise, mais en France, à distance et tout. Mais non, c'est quand je suis revenu après en France que j'ai trouvé mes premiers clients. Mais c'était juste après, quoi. En fait, tu vois, j'ai commencé. Et comment, à 20 ans, quand tu veux devenir freelance pour monter des sites web, tu trouves tes premiers clients? Par le réseau, en fait, j'ai envoyé des messages à tout le monde. Du coup, j'ai essayé justement de. Et t'avais le père de mon pote, t'avais un tel qui connaissait, t'avais l'association. Voilà. C'est vrai qu'en y repensant, je te dis ça, mais déjà au lycée, maintenant que tu me dis, j'avais déjà vendu un site au lycée. Au black du coup, mais effectivement, ça m'était déjà arrivé de vendre un site au lycée, ouais. Ok, donc t'étais un peu geek en fait. Geek, oui, si, après, oui, si, tu peux le dire, oui, j'étais geek. Oui, si, en fait, non, je dis ça, mes premières expériences entrepreneuriales, mais non, mais je suis trop bête. J'avais, je sais pas pourquoi, j'avais plus du tout pensé à ça. Quand j'étais au lycée, du coup en seconde, justement je traînais avec on va dire le groupe geek du coup de mon collège et ils étaient en gros ils étaient fans d'un jeu que je jouais aussi à StarCraft 2. On avait fait justement des événements de compétition, alors pas en tant que joueur justement, mais en tant que où on vendait des outils pour les streamers, du type on avait fait des overlays pour du streaming et on avait fait un site de paris en ligne en fait. D'accord. Qui s'appelait sc2bet.com. Et en fait, ouais, non, c'est première expérience. Je sais pas pourquoi, j'ai complètement zappé parce qu'on n'avait pas gagné une thune. Je pense que c'est pour ça. Mais on avait créé un site qui s'appelait sc2bet.com. Et c'est quoi, tu pariais sur les joueurs de StarCraft? On pariait sur les joueurs, effectivement, StarCraft, exactement. C'était complètement illégal, du coup. Ah bah oui. Non, mais si, j'avais fait un site de streaming aussi, je me rappelle, avec un site de torrent. Un site de torrent. C'est quoi ça déjà? Pour télécharger des films. Ah oui, c'est ça, ok, ouais. J'avais fait un site. Ouais, mais tout ça, en fait, vu que j'ai pas gagné une seule thune, c'était pas une seule entreprise, effectivement, je crois que j'ai mis complètement sous le tapis. Il y avait ça, j'avais une association d'Airsoft. Ok. Avec des. T'as monté ta association entre mes potes de collège et lycée, quoi. Ok. Justement. Airsoft, c'est quand tu te tires dessus avec des billes. C'est du paintball avec des billes, quoi. Ouais, mais en plus, c'est interdit aux mineurs. On était complètement mineurs. On allait dans le bois, mais laisse tomber, on allait dans le bois de Vincennes. Ah, c'était n'importe quoi. Ça dégomme le Airsoft, hein. J'en ai fait une fois, putain. Les mecs sont chauds, hein. Il y en a, ils sont grave bons. Hein. Ouais. Enfin, si tu vas à une compète d'Airsoft, moi j'y suis allé, franchement, c'est un délire. Genre les mecs ils étaient venus, il y en avait un, il y en a c'est des genre militaires en fait qui s'entraînent quoi. Enfin, c'est un délire. Nous en fait d'ailleurs ça m'a pas du tout donné envie d'aller à la guerre, hein. Je suis pas du tout prêt hein. Mais alors pas du tout. Hein. On se prenait des billes. Ah oui, non mais c'était n'importe quoi, on rigolait trop, c'était
Ouais, non, mais c'était les premières, effectivement. On faisait des soirées après avec alcool, mais on était mineurs, donc en fait, c'était complètement illégal. Et justement, on a arrêté, je pense, quand c'est devenu légal. C'était plus marrant, tu vois. À 18 ans, c'était plus drôle. On avait arrêté, c'était passé déjà. Et À donc, 18 t'as ans. déjà eu, en fait, finalement, t'as eu plusieurs moments où Ouais, mais t'as tenté des trucs, ça marchait pas, mais t'as tenté des on n'a trucs. pas gagné une seule thune, on a même perdu de la thune à chaque fois. Parce que typiquement, mais nous, on était contents, tu vois, typiquement pour sc2bet.com, en fait, on offrait du coup pour faire de la pub justement. En fait, on sait pas qu'on vendait des outils, c'est qu'en fait, pour nous faire connaître, on donnait aux streamers des trucs qui leur permettaient d'afficher leur score. Alors ça paraît bête maintenant, parce que tous les jeux ont des outils maintenant intégrés dans les jeux pour afficher les scores en streaming. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Du coup, on faisait genre une bannière avec la photo du gars, justement, Ok. pour que dans les streams, il y ait la photo, il y ait son score à côté, etc. Ok. Et ça, on l'offrait. Et nous, on se faisait inviter aux événements. On était contents, tu vois. Ok. Voilà, et du coup, moi, je m'occupais à ce moment-là justement du site de présentation, du marketing. Il y avait un développeur et il y avait un autre gars qui enrichissait toute la base de données des joueurs D'accord. et de leurs scores et de leurs cotes, etc. En gros, voilà. Bon, bah, Mais c'est marrant, j'ai plus du tout de contact avec eux aujourd'hui, même avec en réalité, même avec mes potes d'Airsoft. Vraiment, toute la partie collège-lycée, je sais pas pourquoi, j'ai t'as peut-être un plus de peu. contact. Ben ouais, je l'ai un peu mis sous le tapis bizarrement, tu vois, c'est même pas revenu, tu vois, quand tu m'as posé la question. Mais parce que pour moi, vraiment, le premier moment, c'est vraiment il y a l'Irlande qui a eu un déclencheur en fait. Mais c'est vrai qu'en y repensant, j'ai déjà eu des expériences un petit peu. Ouais, t'as pas gagné forcément d'argent, mais ça se trouve, même si on creuse plus loin, on va peut-être pas faire toute la psychanalyse, mais ça se trouve, t'as fait des trucs même quand t'as été au collège. Hein. Ouais, mais pour moi, voilà, après. Non, mais après, ça peut être du business, tu réussis pas tout le temps. Mais regarde, celui qui a la boîte avec les réseaux sociaux et qui fait 50 000 euros de marge, il fait peut-être 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais bah, toi, t'avais la réussite qui correspondait à ce que tu voulais à ce moment-là. C'est juste qu'aujourd'hui, tu le considères plus comme quelque chose d'intéressant, mais en tout cas, c'était un moment. Ok. Ok, intéressant. Donc, du coup, après, t'es parti en Irlande, donc t'as fait, on l'a dit, télécom, en bachelor. Comme bachelor, exactement. Et ensuite, qu'est-ce que t'as fait une fois que t'es rentré? Tu t'es mis direct freelance? Non, en fait, je cherchais un stage, enfin, je cherchais un boulot, en fait. Que je T'en cherchais avais un marre de CDI. l'école, mais tu savais pas trop quoi faire. Oui, moi je voulais arrêter l'école. Il y avait un stage obligatoire et je me suis dit, bah, le stage, dans tous les cas, tu peux le valider avec un CDI. Ouais. Ils s'en foutent si tu trouves un CDI, de toute façon, tu arrêtes après. Bon, j'ai pas trop cherché, enfin, j'ai pas eu trop le temps pour chercher parce que j'avais vraiment pas beaucoup d'argent. Et du coup, bah, j'ai accepté un stage un peu par défaut parce que justement, j'avais postulé à quelques agences. C'est ça qui est drôle. Et j'ai fait un post LinkedIn récemment. Ce qui est drôle, c'est qu'à ce moment-là, j'ai postulé à des agences. Et là, mon groupe, il vient de racheter une agence à laquelle j'ai postulé que je me suis fait refuser. Ouais, Et tu ça, m'avais dit. Ouais. ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle. Mais bon, à la limite, j'avais oublié entre-temps, c'est revenant sur les offres d'emploi. Mais à ce moment-là, du coup, je postule à des CDI. Je me fais recaler. J'ai quand même des entretiens, mais ils me disent tous, ouais, pas assez d'expérience, commence par un stage et tout. Donc, bah, ils me disent, commence par un stage. Du coup, bah, j'ai commencé par un stage. Du coup, je suis arrivé chez CCM Benchmark, qui est une entreprise qui fait partie du groupe Figaro, qui a des sites d'édition du type Journal des femmes, Journal du net, tu vois, comment ça marche, je sais pas si tu connais Ouais, ce droit bien finance. sûr, ouais, je connais. Ouais. Voilà, bah, je suis arrivé là-bas en tant que chef de projet. Voilà, et j'ai trouvé du coup, donc j'ai commencé par un stage et puis après je suis arrivé en CDI. Voilà. Et donc, t'es resté combien de temps là-bas? Là, je suis resté un petit moment, quand même 4 ans. Juste avant de revenir là sur ce... Ok, t'es resté 4 ans. Ok, juste avant de revenir sur cette partie un peu salariale et chef de projet dans un groupe de journaux, un groupe qu'on peut appeler comme ça, j'imagine. Pour que je comprenne, parce que tu l'as dit tout à l'heure, mon groupe, ou le groupe où je suis aujourd'hui a racheté cette marque. C'est quoi ta position au sein du groupe? Quand on se fait racheter comme ça, c'est quoi sa position? Bah, tu as tout type de deal. Moi, je suis considéré comme directeur associé. Après, Ok. c'est Mais toujours directeur associé sur ta boîte. T'as pas de part sur l'ensemble non, du mais groupe ils sont en train de travailler justement à voir. Bah, de toute façon, j'ai pas encore terminé ma phase qu'on appelle burn-out. On pourra revenir là-dessus. Ouais. Mais en gros, quand tu vends, enfin, la plupart, c'est pareil, il n'y a pas de règle dans le business. Mais moi, en tout cas, j'ai un deal plutôt standard. Et le deal plutôt standard, c'est bah, je reste minimum, je suis engagé pendant une certaine période. Voilà. Ok. Et donc, moi, j'ai ma phase burn-out qui se termine donc, là dans 4 mois. Et après, j'ai Donc, encore un an début d'engagement. 2025. Début 2025, et après, je suis encore engagé un an. C'est juste Ok. que je suis plus incentivé. Mais certainement, logiquement, pour pouvoir regarder, justement, ils vont certainement me proposer quelque chose. Encore une fois, je préfère ne pas m'avancer, mais Ouais. logiquement, ils devraient proposer des parts, justement. Parce que Ouais. c'est un gros groupe, on Non, peut c'est en un groupe parler ou- d'agence. C'est pas un gros groupe, c'est un groupe. Oui, on peut en parler. Ça s'appelle PHF, mais c'est pas un gros groupe. C'est un groupe justement d'agence. Ok. Donc, ils ont tout intérêt eux dans leur façon de voir les choses, pas justement d'absorber,
et en mode on prend les clients et on vire l'équipe. Non, pas du tout. Ils ont tout intérêt au contraire à prendre plutôt l'équipe et à faire des synergies pour la partie clientèle. Ok. Alors, ils ont tout intérêt à garder le maximum de personnes, dont forcément le directeur de l'agence. Voilà. Bien sûr. Ok. Donc, tu as eu cette partie, on y viendra sur la vente, parce que c'est vrai que c'est assez atypique, en tout cas aussi jeune. Je crois que tu es l'un des seuls que je connais qui a déjà revendu, ou qui est en train de revendre. Donc, on pourrait y revenir. Mais du coup, tu as été en CDI pendant 4 ans. J'étais en CDI pendant 4 ans. T'es 21 à tes 25, en gros? Ouais, c'est ça, 21 à 25, exactement, c'est ça. Ok. Et pendant 24 ans et demi, du coup, 24 ans et demi. J'avais même pas 25, je crois. Pendant ce temps-là, tu as monté ton activité ou tu t'es arrêté avant? C'est ça, à la fin, les 6 derniers mois, les 6 derniers mois de l'activité, c'est là où je lance une start-up de vélo électrique. D'accord. Où je précise associé minoritaire. Pourquoi tu précises? Parce que je pense que ça joue dans l'histoire. Ok. Ok. On est 3. Quand tu dis minoritaire, tu avais 30 et ils avaient 35 J'avais 28, chacun. j'avais 28. Il y avait un autre qui était le CEO qui avait aussi 28, mais il y en avait celui qui avait le plus de parts, c'était celui qui s'occupait. Il avait plus de parts du coup parce qu'il a mis un plus gros billet pour la production justement des vélos. Sauf que du coup, les deux étaient meilleurs potes. Ouais. Et moi, j'étais pas meilleur pote avec eux. Okay. Et du coup, ça a joué forcément sur l'histoire. Donc, je monte, je peux revenir rapidement dessus. Je monte avec un ancien collègue de travail, du coup, cette start-up. Donc, on était en 2018-2017 ? On était, peut-être même en. Ouais, ça doit être ça. Je suis nul avec les dates. Ouais, t'es dans quelle année ? Comment ? T'es dans quelle année ? Je suis né en 94. Donc, oui, ça doit être ça. Ouais, c'est ça, 2018. Ça doit être ça, 2018. Et du coup, en tout cas, je sais juste que j'avais 25 ans, du coup. Enfin, 24 ans. Je suis pas à 24 ans et demi, et quelques mois après, j'ai 25 ans. C'est ça. Je monte, du coup, avec un ancien collègue de travail, cette start-up de vélo électrique. On fait franchement un beau vélo, ça s'appelle Lutèce Bike. Tu peux trouver, je pense, toujours des photos. Comment tu veux afficher là sur le podcast une petite photo du vélo. Ça s'appelle Lutèce comme comme Lutèce à l'époque. Ouais. Lutèce Bike, justement très style parisien et tout. On a vraiment travaillé le design du vélo électrique, justement très beau. Maintenant, il y a plein de gammes, mais à l'époque, il n'y avait pas autant de vélos électriques et il y avait surtout des vélos électriques très sportifs en fait. D'accord. Ou alors très ville, très beau, mais soit super cheap, soit super haut de gamme. Ok. Il n'y avait pas ce milieu de gamme en fait. On voulait adresser le milieu de gamme et on pensait vraiment qu'il y avait une opportunité sur le milieu de gamme. Et je pense que d'ailleurs, ça s'est avéré correct parce qu'il y en a plein après qui ont copié un peu ce qu'on a fait. Ok. Ça existe toujours du coup potentiellement. Alors nous, notre marque n'existe plus, mais effectivement, t'en as plein qui ont après copié un petit peu ce qu'on a fait. Non mais Lutèce Bike a fermé du coup. Lutèce Bike a fermé. Okay. Il y a eu des distributeurs qui ont récupéré après la marque, qui ont revendu leur stock, mais après ils n'ont pas réutilisé la marque, étant donné que voilà. Donc tu montes cette activité. Je monte cette activité. On a des galères. Mais ça fait partie du jeu entrepreneurial. Les plus grosses galères, j'essaie de te la faire rapidement, mais retard de production. Et surtout, la plus grosse galère, et ça, franchement, ça a failli... Mais ça a joué un petit peu sur la mort de notre business, en fait. On s'est fait saisir la marchandise à la douane parce qu'on a fait une boulette. On a fait une boulette, mais c'était l'usine qui nous avait dit de le faire ça. Ouais. Qui était de laisser les batteries sur les vélos pour pouvoir économiser en frais de livraison. Parce qu'on faisait partir de la plupart... nos vélos étaient fabriqués en Chine, donc ça partait de Shenzhen. Et on devait, du coup, envoyer par bateau, arriver en Europe. On a laissé du coup les batteries et il semble que c'était interdit. Nous, on ne savait pas. Il fallait expédier les batteries de manière séparée. Et l'usine nous avait dit, mais effectivement, ça coûtait moins cher. Oui, mais ça coûtait moins cher parce que tu devais les mettre en séparé. Du coup, on se fait saisir marchandises à la douane. C'est simple, donc tout notre stock, je ne sais plus combien ça représente, mais au moins 300 000 euros. 300 000 euros qui étaient en sachant que c'était c'était tout ce que vous aviez au départ. Ah ouais, tout était parti dans le stock. Hein. Donc, vous aviez levé des fonds en plus, je crois, non ? Oui, mais c'est ça. On avait levé en échange du coup des parts un peu plus diluées. Mais c'est ça, le stock. Donc nous, j'ai dû mettre un investissement. Encore une fois, je me rappelle plus, mais exactement, j'ai pas envie de dire bêtises, mais ça devait être genre 20 000 euros chacun. Plus du coup, effectivement, le financement du stock avec un système où en gros. Chaque rachat des vélos, il y a une partie qui part directement au remboursement. En fait, c'était à la fois des parts en plus, mais c'était sous forme d'investissement et de prêt. Bon, je ne vais pas rentrer en détail, mais en gros, on remboursait une partie du stock à chaque fois l'achat des vélos. Tu avais 300 000 euros, du coup, qui partaient en fumée, et la douane chinoise veut mettre à la poubelle tous nos vélos ou à la destruction. Quoi. Donc si elle faisait ça, c'était rideau, quoi. Voilà, donc on a dû filer des bacs chiches
Douane. Alors, c'est pas moi qui me suis occupé de cette partie, c'était mon associé en Chine à l'époque, mais il trouve par un moyen détourné de bakshish de faire en sorte de récupérer les vélos. Sauf que de un, on a financé une première expédition qui n'est pas partie. Là, on finit un bakshish et on doit repayer la deuxième expédition. Et pour pas louper toute la saison, on doit les refaire en train, qui est en plus beaucoup plus cher que le bateau. Ouais, putain, l'enfer. Donc on se retrouve forcément avec des marges méga réduites déjà. On se retrouve avec des marchandises, mais en retard. Et en plus, donc on loupe la saison. La saison, ça devait être genre de mai à septembre. Ouais. On reçoit les vélos fin août, début septembre. Ouf. Ah oui. Du coup, on fait le lancement. Le lancement ne se passe pas comme prévu. C'est pas un échec complet, mais on doit vendre. On a quoi, 200 vélos. Je n'ai pas envie de dire bêtises, mais on doit en vendre 20. Quoi, ouais, c'est ce que tu m'avais dit. Ouais. 15-20, tu vois. Vous vendez 10% de ce que vous avez. Quoi. Ouais. Enfin, on a dû en vendre 20, tu vois. Fin septembre, on a dû en avoir vendre 20. Donc 180 vélos sur les bras pour l'année qui arrive. On a dû vendre 20 vélos. Et là, on arrive sur le Vallée de la Mort. Genre, donc, sauf que moi, donc, pour une répartition des postes, il y avait le CEO qui était directeur commercial et CEO de tout ce qui était gestion administrative plus partie commerciale, vente B2B. Tu as mon autre associé qui est sur lui, toute la partie produit, donc création du vélo, relation avec fournisseurs et compagnie. Celui qui a filé le bakshish. Exactement. Et moi qui suis au marketing. Oui. Et donc, marketing, là, échec complet. On vend, je sais pas, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais on doit en vendre 2-3, tu vois, 2-3 vélos par mois, là, 2 octobre à fin janvier. Qui n'était pas du tout dans vos prévisions auprès des investisseurs. Non, franchement, pourtant, je fais des efforts, j'essaie de faire des funnels, je fais des funnels sur Facebook Ads. Je teste plein de trucs, franchement. J'ai plein de leads, mais il n'y a rien qui close. Franchement, je galère. En plus, on fait des événements, on cherche. Il y a mon autre associé commercial qui essaie de me filer, qui me file un coup de main sur la partie marketing. On n'arrive à rien. On fait des essais, il y a plein de gens qui essayent notre vélo. Personne n'achète notre vélo. L'enfer. Ah là là. Ah ouais. Ça dure jusqu'à janvier. On persévère. Mais c'est une belle leçon, c'est pour ça que c'est intéressant de le raconter, parce qu'il faut rien lâcher. En plus, ça n'a pas été si long que ça, finalement, votre attente. Ah, mais je peux t'assurer que pour nous, c'était infernal, parce que nous, on avait quitté notre taf. Ouais. On fait que ça de la journée. Tu vivais de quoi? T'avais le chômage, genre? Ouais, j'avais le chômage. Ouais. Il fait froid. Je gèle, tu vois, je fais des essais, il fait 0 degré, tu vois, tu te cailles. On se rend pas compte, mais le vélo, c'est horrible quand il fait froid en hiver. Et il n'y a rien, on n'arrive à rien, vraiment on n'arrive à rien. T'es arrivé 31 janvier, t'as vendu 30 vélos. Je sais pas, quoi. mais ouais, un truc comme ça. Au total, t'as vendu 30 vélos. J'ai pas envie de dire de bêtises, encore une fois, j'ai plus les chiffres devant moi. Mais les vélos, vous aviez en plus un local pour les stocker, ça vous coûtait de l'argent, j'imagine? Ouais, on avait un local exactement pour les stocker, ils ont été super cool. Hein. Les gars, je me rappelle plus, mais effectivement, on avait donc un point de stockage en France. Je sais juste que, de mémoire, les gars, ils étaient super cool. Ils ont fait tout en sorte pour nous arranger. Ok. Et en plus, ce que je t'explique aussi, il y a une grosse phase en plus que j'ai complètement oubliée, mais qui était horrible. Je viens de m'en rappeler parce que c'était moins moi qui m'occupais de cette partie, mais je m'en suis quand même occupé indirectement. On a eu des galères avec nos transporteurs. On avait pris Relais Colis au début. Ok. Relais Colis ont perdu genre 80% de nos vélos. Donc en plus, sur les 30 vélos qu'on a vendus... sur les 30 vélos qu'on a vendus... ça la dernière fois. Ouais, mais j'ai oublié. De septembre à janvier, t'as genre une grosse partie qui arrive complètement détruite, soit perdue, et en plus on n'arrive pas à joindre et on se fait pas rembourser. Oh putain, l'enfer. Putain. Et c'est pas la faute du coup de notre endroit de stockage, c'est vraiment le transporteur qui fait n'importe quoi. On a appris que en fait nos vélos n'avaient jamais eu de dimension, et du coup les gars qui récupèrent le colis les jetaient parce que c'était pas de dimension dans leur charte, et personne ne nous l'a jamais dit, alors que le commercial nous a vendu des trucs qu'ils étaient même pas capables de délivrer. Oh putain, l'enfer. Et du coup, vous avez perdu aussi 20-30 vélos On a perdu, alors peut-être pas 20-30 vélos, mais je sais plus comment on a trouvé des arrangements. 5 ou 10 vélos. Je sais que ça, c'est mon autre associé qui s'est surtout pas occupé de ça, mais en mode, je sais qu'on a envoyé des pièces détachées pour réparer sur place. On a envoyé plutôt un réparateur sur place pour réparer les pièces défectueuses qui étaient cassées lors du transport. Ok. Voilà. Mais jusque-là, pas rentable la boîte. Catastrophe complet.
Catastrophe. On arrive à changer. Bon, après, on est passé par un autre transporteur qui s'appelle Géodis. Tout était nickel après avec Géodis. Mais je me rappelle que... Ouais, putain, je me rappelle de ces galères. Laisse tomber. Et du coup, on arrive... Mais toujours un travail en sous-marin, Travail en SEO, sous-marin. référencement, tous les jours Alors, tu fais ça. plutôt funnel, pas du SEO, mais effectivement, on teste plein de trucs. Amazon, pareil, on galère à faire fonctionner Amazon. On se lance sur Amazon, on lance sur des distributeurs, aussi sur la partie B2B. Mon commercial arrive à placer des vélos en boutique, Ok. mais personne, il n'y a rien qui se vend. Il n'y a rien qui se vend. Est-ce que les autres vendeurs de vélos qui ont plus d'expérience que vous disent, vous inquiétez pas, c'est la période ou non? Non, on sait pas trop en fait. On n'a aucune info à ce moment-là. Et puis quand ça marche pas, tu veux pas l'ébruiter à tout le monde. Ouais, voilà, exactement. Mm. Et on teste plein de trucs, on teste de faire des appels, de faire... bref, on teste plein de stratégies, il n'y a rien qui marche. On arrive en janvier, j'ai mon autre associé, là, du coup, qui est la partie en Chine, il me dit « Ouais, je sais que par expérience, les salons, ça marche bien, vous devriez tester un salon. » Je me rappelle plus quand c'était le salon, du coup, c'était le salon... encore une fois, je suis mauvais avec les dates, mais je me demande si c'était pas fin février ou fin janvier. Je sais qu'il faisait froid encore, peut-être fin mars, je sais plus. Ok. À ce moment-là, vous faisiez pas de business. C'est les salons du... c'est la foire de Paris, ou je sais plus quoi, salon de Paris, Ok. là où il y a plein de trucs. Je sais plus quand c'est. On fait ce salon, et en fait, c'est là où tout s'accélère, en fait. On vend au salon, mais en plus, tu as tous nos funnels qui commencent à se mettre à marcher. Mais en fait, on se Donc rend ça devait compte... peut-être être fin mars parce qu'il commençait à faire beau Ouais, après, en fait, alors. c'est ça. En fait, on se rend juste compte que les gens, ils veulent juste acheter un vélo quand ils il veulent fait acheter beau. un vélo, quoi. Ouais. Tu vois, et qu'en fait, ça sert à rien de te battre. Tu vends pas de plaid en été, en fait. Ouais. Et Tu bosses toute l'année pour être prêt le jour J. ouais, et en C'est fait, un- non, c'est une ça sert même à rien. En fait, même, tu vois, je te dirais par expérience aujourd'hui qu'il faudrait même limite faire autre chose la Ah moitié bon de l'année. Ok. Bah ouais, parce que c'est périodique, en fait. Ok. Et donc là, tous les funnels où j'avais Ah, mais- des résultats pourris, Alors pardon de te couper, mais ça m'intéresse. Du coup, quand tu fais du e-commerce, tu bosses les 3 quarts de l'année pour avoir... non, parce que tu as tu fais- des niches qui sont evergreen et tu as des niches qui marchent très bien l'été. Ok. Typiquement, les niches de maillot de bain, tu les vends pas Ouais, l'hiver, quoi. c'est vrai, Tu tu as vois, raison. tu les vends, Ok. tu les vends l'été. Ok. Donc, là, on se rend compte que même des funnels qui marchaient pas, d'un coup, notre coût au lead descend, on se divise par peut-être 10, tu vois, un truc. Mais vraiment, alors pourtant, j'avais mis des funnels, j'avais peut-être arrêté des funnels qui marchaient toujours pas, mais j'ai relancé ceux qui avaient eu les meilleurs résultats, parce que quand tu Ouais. travailles sur des funnels, tu prends toujours les meilleurs résultats. J'avais tout relancé, on a tout relancé, et là, d'un coup, on a 10 fois plus de leads qu'avant, et les leads, surtout qu'on a fait tester, cette fois-ci, on vend. Ouais. Et en plus, les leads qu'on a fait tester en hiver, Ouais. ils nous rappellent, ils commencent à racheter. Et du coup, tout fonctionne en fait, effectivement. Et du coup, on se retrouve, on a vendu nos Les 200 vélos. En 2-3 mois. Peut-être pas en 2-3 mois, je sais qu'il nous en restait jusqu'en juillet, mais effectivement, en 6 quelques mois, mois, c'était c'est vendu. bouclé. Ok. Voilà, en 6 mois, c'était bouclé. On avait vendu vraiment beaucoup de vélos. Alors, on a fait des promotions, on a fait des tarifs réduits, des machins, des trucs. Mais ouais, en 6 mois, au final, on se retrouve à vendre Ça une commence grosse à partie fonctionner. du stock. Ouais. Ok. Le truc, ce qui se passe, c'est que du coup, on a perdu beaucoup d'argent. On a eu beaucoup de galères. Et du coup, on a une boîte, même si on a vendu à la fin tout notre stock, et on est super content. Il nous reste quasiment rien en fait. On a fait très peu de bénéfices. Je me rappelle plus c'était quoi la marge, mais c'était ridicule quoi. Là où on devait faire une marge prévisionnelle X, on n'a même pas fait 0,3x quoi. 0,1. Ok. 0,1x. Du coup, là, il se retrouve dans une situation où en mode, on n'a pas le choix, on est obligé de relever, se rediluer, etc. Ok. Et moi, en fait, ce qui se passe, je vais te remettre un peu à mon état d'esprit. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail, mais j'ai eu des conflits d'associés à ce moment-là, parce que forcément, quand ça ne marchait pas, c'était compliqué. C'était moi au marketing, je prenais un peu cher, je ne vais pas te cacher, on était en désaccord sur pas mal de sujets, etc. Ça ne sert à rien que je revienne là-dessus, mais moi, j'étais en mode, si vous trouvez les fonds, moi, je veux bien continuer. Mais si du coup vous ne trouvez pas, moi ça ne m'intéresse pas de continuer avec vous parce qu'il y a eu plein de sujets qui m'ont saoulé en fait. Voilà, en gros. Du coup, j'ai pas envie, en plus ça ne fait pas partie de mon rôle. Je veux pas être là-dedans, quoi. Voilà. Et donc les deux qui étaient meilleurs amis, c'est eux qui ont décidé à la fin d'arrêter l'aventure, quoi. Voilà. D'accord. Ok. Moi j'étais prêt à continuer, mais effectivement je l'ai Donc pas... tous les trois en même temps, vous avez arrêté l'aventure. Ils n'ont pas continué de leur côté. Non, ils n'ont pas continué de leur côté. Non, parce qu'à la fin, c'était quand même moi qui m'occupais de tous les... Enfin, tu vois, j'avais fait par exemple un funnel qui marchait super bien sur Amazon. Amazon, on vendait...
je sais plus quoi, 5 vélos par mois, c'est pas énorme, mais en fait, on les vendait de manière très régulière en fait sur ces 6 derniers mois. Ok. Donc en fait, on savait très bien qu'en fait, on avait des funnels qui marchent. Pareil sur Facebook Ads, j'avais fait un funnel qui marchait super bien. Ok. Et en fait, ça nous apportait des leads et on savait qu'on faisait des ventes tout le temps, tu vois. Et en fait, tout ça, c'était moi qui avais créé ces funnels. Donc, Et en fait, concrètement, comment je pouvais ça se pas passe arrêter ce moment, je pense. pour les investisseurs? Ben, en fait, Ils ont perdu 300 000 euros ou... non, ils ont perdu de l'argent. Ben non, parce que du coup, le stock a été quand même. On a quand même vendu les 200 vélos. Donc, Ok, donc vous avez pu rembourser tout le monde. donc on a Vous pu- n'avez pas non, gagné beaucoup, mais... Non, on a pu rembourser le prêt qui était lié au stock, D'accord. mais les investisseurs ont perdu l'argent lié au backshish, à la livraison. Ok. En fait, on a déduit, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, vu que c'était lié aussi à une erreur de conseil, de Ok. machin, qui était, voilà, on ne va pas mettre de responsabilité, on est bien sûr les premiers responsables, mais Ouais. tout nous a pas été déduit. Sinon, en fait, la boîte, elle aurait déjà coulé à ce moment-là. Donc, en fait, les investisseurs ont pris une partie, justement, de... Ils ont récupéré les 2 Enfin, tiers de leur voilà. mise et... Ok. Ok. Ils Et ont toi, tu t'en es récupéré. sorti ou t'as gagné un peu d'argent sur Ah même non, pas? zéro, du coup, Zéro. on a revendu... non, j'ai récupéré... non, j'ai rien... T'as bossé un J'ai an récupéré mon investissement initial. Ok. Mais par l'argent déposé. Donc là, Mais que j'ai touché un an après. Et mon chômage, je sais plus, mais il faisait pas long feu encore. Donc tu on vois. est en septembre 2019, c'est ça? Si je comprends bien. J'arrête quand? En septembre 2019, ouais, un truc comme ça. Qu'est pas ça dans ta tête? Bah, je fais quelques missions en freelance à ce moment-là. Du coup, bah, pendant que les gars, bah, du coup, l'activité, nous, on a vendu tous les vélos. Donc, moi, j'ai plus de boulot. Ouais, marketing, moi, je suis au marketing. J'ai vendu tous les vélos. Il n'y a plus de vélos. Donc, je sais plus, on vend le dernier en juillet, un truc comme ça. Ok. Et là, j'enchaîne direct. En fait, en juillet, bah, je me dis, je vais refaire des missions freelance. Je starte le réseau, je fais des missions en freelancing, en fait. Ok. Dès ce moment-là. Ça C'est doit pour être ça dur que- quand même mentalement, non? Ou ça va? Ouais, si. Si, c'est dur, mais entre guillemets, j'essaie de rebondir direct. Si je dis pas de bêtises, la création d'Ingenius, si tu regardes les papiers, on est en juin 2019, justement. Mais Ingenius, c'était pour faire du freelancing, parce que j'ai créé D'accord. le SASU D'accord. pour justement conserver mon chômage, tu vois, sur les quelques mois restants. Ouais. Mais c'était du freelance. Mon agence, je l'ai pas développée à ce moment-là, en fait. D'accord. Mais si tu regardes les statuts, c'est juin 2019, mais j'ai pas commencé à développer l'agence avant septembre 2020, un truc comme ça. D'accord. C'est vraiment. Mais effectivement, je me mets du coup sur la partie freelancing à partir de septembre 2019. On est d'accord, là tu fais pas de e-commerce, rien pour l'instant. Non, je m'y mets justement, je m'y mets à ce moment-là, quoi. Tu rencontres Enzo à ce moment-là ou c'est plus Un tard? peu plus tard, vers novembre-décembre. Je me rappelle, j'étais au Brésil, donc je suis parti au Brésil en Donc novembre. là tu coupes en 2019. septembre. Septembre 2019, tu lances le freelance, tu fais quelques missions et tu décides de partir au Brésil pour bosser. Ouais, et c'est là où je commence l'e-commerce. Je me rappelle plus exactement, mais c'est vers cette période-là. Ok. Voilà, c'est là où je commence à développer mon premier site de dropshipping qui s'appelait Chakra Shop que j'ai revendu. Comment tu te mets à découvrir le e-commerce? Ou tu le connaissais C'est déjà? par le SEO. Non, il me manquait une corde à mon arc qui était le SEO. Ok. Du coup, je commençais à vendre des prestations de freelance, un peu tout. Je savais pas trop sur quoi je voulais m'orienter. Et je vois bien qu'il y a un besoin, toujours, où les gens comprennent rien, qui est le SEO. Ok. Et c'est là où je me dis, ah ben moi aussi, j'y connais rien. Ouais. Je vais apprendre le SEO. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux pour apprendre quelque chose que de pratiquer. Ouais. Donc je me suis dit, je vais créer une boutique e-commerce. Et vu que le SEO, ça va me permettre d'avoir des résultats, je vais apprendre le SEO grâce au e-commerce. Voilà. Ouais. Ok. C'est Donc là c'est comme où- ça que tu as commencé. C'est là où j'ai commencé. Tu as fait 6 mois au Brésil, c'est ça? Ou un an même, je Ouais, crois? alors, la première fois, parce que je l'ai fait en 2 fois le Brésil. Ouais, Après, c'est j'ai vrai. habité 8 mois au Brésil, effectivement, chez ma copine. Mais là, non, je suis parti là que 3 mois, je crois, la première fois. 4 Ok, mois. ah oui, ok, exact. 3-4 mois. Donc là, tu pars 3-4 mois, tu rencontres Enzo, je crois que tu m'avais dit, en Colombie. Non, j'étais au Brésil toujours. Ah, ok. Et c'est juste, je le rencontre à distance. On se voit pas à ce Ok, moment-là. je pensais que vous étiez. C'est, quand je l'ai revu après, c'était une fois à Paris rapidement, et je l'ai revu après à Punta Cana. Mais Donc là, tu développes, tu fais du service. je fais du service, je vends tout. Je suis même pas une agence WordPress, e-commerce. Je vends tout qui sont liés bien sûr dans mes compétences, quoi. Mais je fais de l'emailing, je fais de l'intégration, je fais de la chefferie de projet, je fais Ça du marche. design. T'as envie, quoi. J'en vis, mais de toute façon, dans tous les cas, j'ai encore un peu le chômage à côté. Ok. Euh, Tu faisais quoi? Ça a direct fonctionné ou au début, tu faisais quoi? 2, 3, 4 000 euros par mois de chiffre d'affaires? Je peux te dire, parce que c'est Enzo qui m'avait rappelé ça, je me rappelle que mon premier exercice fiscal, justement, mon exercice fiscal, c'est 1 an et demi d'Ingenius. D'accord. Et j'ai commencé à développer l'agence, du coup, 1 an après. Donc, j'ai fait que 6 mois d'exercice sur Ingenius, Ok. on va dire. Et je me rappelle, moi, que quand j'avais fait une première compta
annuel, je crois que j'ai fait 70 000. Ok, sur Tu 6 vois. mois. Non, sur presque un an. Ok. Et direct, je suis passé de 70 000 à 600 000. Là. Sur J'ai fait l'année 2. quasiment x10. Non, en 8 mois, même pas. En 6-8 mois, je suis Ok. passé de 70 000 parce que mon premier exercice fiscal d'Ingenius, Ouais. il est à 600 000. Ok. Ah oui, parce Donc, que tu l'as lissé sur 1 an et demi sur la première voilà, année. parce que du coup, je ne l'ai pas ouvert. vu- Je l'ai ouvert en ok. juin 2019. En fait, Ouais. j'ai ouvert en juin 2019 l'agence, Et mais t'as- qui n'était pas une agence. Ok. J'ai commencé à Et t'as développer l'agence clôturé en un an décembre après. 2020, quoi. C'est ça, Ok. exactement. Ok, Voilà. ok, je vois les Et gars. je me rappelle que j'ai commencé à développer l'agence à peu près un an après, donc ça doit être à peu près vers juin 2020. Ok. Que je me suis dit, je vais faire une agence Ok. et je vais la développer. C'est là où je suis revenu du coup à Paris et je me suis dit, on va monter une équipe et j'ai commencé à monter une équipe. Ok. En fait, voilà. Et comment t'as fait pour que ça pète autant aussi vite entre les deux? C'est l'e-commerce du coup qui m'a aussi pas mal développé. Ok. Donc le chiffre d'affaires, tu intègres l'e-commerce. Une partie, mais je vendais essentiellement de la prestat de service. Mais quand je dis e-commerce, c'est aussi de la prestat de service liée à l'e-commerce. D'accord. Voilà. Ok. Donc c'est Enzo qui t'a ouvert son carnet d'adresses. Exactement. Et ça t'a permis de récupérer des gens de sa communauté, j'imagine, C'est et ça, de leur faire de la exactement, prestat de service. exactement, c'est ça. Ok. Et donc t'as monté ça en première année, deuxième année, t'es à 600 000 euros finalement. Ton premier bilan, c'est ça? Mon premier bilan, c'est 600 000 euros. Ouais. Tu restes solo sur cette agence? Du coup, là, j'ai commencé déjà, vu que j'ai commencé le développement de l'agence vers juin, pour moi, le Non, développement. mais quand je dis solo, c'était seul associé? Ah oui, seul Pardon, associé. j'ai mal Ça, posé ma question. j'ai toujours été seul associé depuis le début, du coup. Par rapport à ton expérience d'avant, ou qu'est-ce qui a fait que t'as pas voulu ouvrir Alors, ouais, en fait, je voulais être solo parce que, en fait, il y a eu des conflits, entre guillemets, il y a eu des litiges, je ne dirais pas des conflits, mais plutôt des litiges ou des éléments de désaccord. Et je pense que j'avais peut-être besoin de faire mes preuves, en fait. Et me dire, je suis tout seul, j'ai besoin de personne, tu vois, inconsciemment, ou ce genre de truc, tu vois. J'avais ça, en fait. Je ne voulais pas encore repartir sur du litige ou quoi que ce soit, tu vois. Ok. Ouais, je comprends. Donc du coup, tu montes cette structure, ça se développe, tu continues de la développer, ça dure quelques années, et là tu te dis, en 2020, avant qu'on vienne sur le développement qui s'est fait après, je vais aussi lancer du e-commerce, et du coup tu achètes ton premier site avec Enzo, tu l'achètes tout seul? Non, Comment ça se passe pas du tout comme ça. Non, j'ai mon premier site du coup que j'ai monté, donc quand j'étais freelance justement, enfin quand j'étais à cette période, donc vers septembre 2019, Ok. j'ai un premier site. En fait, c'est un peu ça le déclic, j'ai un premier site et c'est aussi pour ça que ça a été intégré dans les 600 000. Mais je crée un site de zéro et je le vends genre 60 000, un truc comme ça. Alors, ça me paraît pas énorme aujourd'hui, mais à l'époque, ça me paraissait énorme. Tu le revends 60 000? Je le vends 60 000. Un site qui m'a Au bout coûté de combien zéro. de temps? Du coup. Même pas un an. Ok. Du coup, donc, ou peut-être un an. Du coup, ouais, ça a été vendu peut-être un peu avant mon premier bilan. Donc, ça a été intégré dans mon premier bilan. Donc, c'est sûr que c'était avant décembre 2020. D'accord. C'est aussi, ça fait 10% de mon bilan. Hein, donc, Ouais. c'est pas négligeable. Ouais. Sans compter en plus les frais d'exploitation toute l'exploitation du site. Ouais. Et c'est là où je me dis, ah ouais, le e-commerce, C'est pas mal. c'est pas mal, ouais. Ok. Voilà, mais j'avais déjà lancé justement le développement de l'agence et du coup, j'ai jamais osé quitter. Vu que j'avais commencé à me créer une clientèle, j'ai toujours été axé WordPress, WooCommerce, je faisais aussi des sites vitrines. Et vu que tu en as qui venaient aussi pour mon expérience sur des sites performants qui convertissent, parce que à la base, tout ce qui est vélo, en réalité, c'est pas vraiment du commerce, c'est du high-ticket. Donc ça fonctionne plus comme un modèle B2B avec du lead. C'est plus de la lead gen en fait. Moi, ma première expérience sur les vélos électriques, c'est plus de la lead gen que tu apprends. Okay. Parce que le panier moyen, il est à 2000 balles. Tu ne vends pas à 2000 balles comme ça sur une marque inconnue à faisant un clic. Peut-être un peu plus aujourd'hui, mais voilà. D'ailleurs, c'est quoi ta vision, avant qu'on vienne sur ton parcours, c'est quoi ta vision de l'évolution du e-commerce depuis que tu le connais? Donc ça fait 5 ans, 6 ans. Ça se développe? Ça va continuer de se développer? Alors, le e-commerce, ça se développe. Tu as des chiffres là-dessus ou pas? Non, je ne pourrais pas te le dire, mais de ce que je vois, ça se développe. Donc, le marché reste en croissance. Par contre, la compétition va plus vite que la croissance du marché. Donc, selon moi, la demande va moins vite que l'offre. D'accord. Et du coup, c'est pour ça que il faut absolument être très professionnel. Et aujourd'hui, tous les bricoleurs, ils existent beaucoup moins aujourd'hui. Il existe encore de voir des gens qui font des coups, mais... Tu vois, on a vendu un petit peu l'e-commerce comme une manière miracle de s'enrichir. Aujourd'hui, la plupart des gens qui pensent qu'ils vont s'enrichir en faisant de l'e-commerce, ils vont se péter les dents et ils vont perdre leur argent. Okay. C'est toujours possible de s'enrichir en e-commerce. Je dis pas que c'est pas possible. Au contraire, c'est de toute façon dans tous les secteurs dynamiques, tu peux gagner très bien ta vie et de l'argent. Là où je veux en venir, c'est qu'il faut être vraiment bon en fait aujourd'hui. Tu peux plus arriver en touriste, quoi. Ma question, c'était
enfin, je l'ai mal posé. C'était plutôt sur la partie business. Aujourd'hui, je sais pas, le e-commerce, ça représente quoi? Peut-être 20% des transactions commerciales dans le monde? 10%? Oui, tu parles du marché, c'est ce que je te dis, la demande continue La à demande se croître. professionnalise, elle continue de croître, Elle mais continue de croître. t'imagines quoi dans... Est-ce que t'as une vision sur ça? Est-ce que tu penses que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on fera que du e-commerce? Ah, Comment tu vois la non, je consommation? pense qu'il y aura toujours le besoin de proximité. Non, mais en fait, pour moi, elle est cross-canal, dans tous les cas. Ok, Mais effectivement, ça va se tourner plus que fait au final les marques de mode qui sont peut-être un peu plus avant-gardistes là-dessus. ouais, Les nouvelles DNVB mode qui... la boutique est là pour amener de l'expérience, ouais. de la proximité, des événements et, peut-être en vendant peut-être des produits justement exclusifs en boutique, ce genre de choses. Ouais. Mais effectivement, en fait, je pense que toute marque doit viser du 50-50. Voilà. Tu penses qu'aujourd'hui, on est sur un 50-50 En enfin, tout dans cas, 10 ans? atteignable. Ok. C'est-à-dire que les grosses marques, peut-être comme Zara, qui font peut-être encore peut-être 80, j'en sais rien, je dis vraiment Ouais, des chiffres ouais, en pif, hein. ouais. Mais peut-être 80-20, 80-20 en store et 20%, j'ai pas envie de me faire taper dessus, si Ouais. ça se trouve, ils sont déjà à 50-50, mais Ouais. pour moi, le marché, ouais, ça doit arriver sur du 50-50, c'est l'objectif, ouais. Ok. Ouais. Et justement, c'est intéressant parce que là, c'est plus sur une réflexion immobilière que je te pose la question. Zara, j'ai pas l'impression qu'ils aient diminué leur surface de vente en physique. Du coup, tu penses pas que le e-commerce va cannibaliser cette surface de vente? Non, je pense que, en fait, alors peut-être en surface, effectivement, en surface de vente, en immo, Ok. il y a moyen que les boutiques deviennent plus petites Ouais. et que justement tu mettes plus des exclus et que ça devient plus, effectivement. En surface, oui, il y a moyen que ça se réduise. Après, en nombre de shops, peut-être pas, tu vois. Ouais. Justement, peut-être moi, ma vision du commerce, c'est peut-être justement des tout petites boutiques avec des points dans les villes principales et peut-être justement avant des boutiques qui se seraient jamais lancées, qui Ouais. justement vont se lancer grâce à Internet, Ouais. typiquement en mode bah, je vais récupérer mon colis, mais sur des toutes petites boutiques où tu vends peut-être justement des produits exclusifs, Ouais. des trucs et qui donnent envie aux gens d'aller se déplacer. Donc on va revenir potentiellement, l'analyse qu'on peut en faire, l'hypothèse qu'on a, c'est que on va revenir plutôt sur des cœurs de ville, des centres-villes, Ouais. avec plein de petites marques qui vont avoir des commerces expérientiels. Ouais, c'est ça. Et, Ouais. et le reste, et donc peut-être une diminution des cœurs d'activité en zone périphérique alors. Ouais, c'est ça, c'est ce que je crois, tout à fait. Ouais. Ok. Exactement, c'est les centres commerciaux effectivement qui vont peut-être plus souffrir de ça. Ok. Les centres commerciaux qui sont en En périphérie de ouais, grandes villes, exactement. C'est ça. potentiellement. qui vont- Exactement. Je pense qu'on va plus, effectivement, grâce à l'e-commerce ou à cause, je ne sais pas dans quel côté tu es, mais Ouais. avoir effectivement plus du côté expérientiel au niveau des boutiques qui vont travailler vraiment l'expérience client, quoi. Finalement, un peu comme, je veux dire une connerie, mais M&M's à Londres, quoi. T'as une boutique M&M's, bon après, t'en achètes partout, c'est différent. Mais sur le principe, t'as une boutique expérientielle où tu vas là-bas. C'est ça. Bah, t'as des... c'est déjà ce que font les DNVB aujourd'hui. Decathlon, Hein. je crois, non? Decathlon fait ça aujourd'hui, je crois. Decathlon, ils ont encore des grosses surfaces de vente. Oui, mais de plus en plus, ils intègrent les centres-villes en mettant des petites, ouais, des petites boutiques. Mais je pense qu'ils ont raison parce que de toute façon, les DNVB, on voit bien que ça marche. T'as des DNVB qui étaient 100% Internet. Le fait DNVB, l'acronyme? Digital Native Vertical Brand. C'est Ok. en gros des marques qui sont Qui sont nés sur Internet. sont nées sur Internet et qui viennent, par exemple en physique. Ok. Et en fait, on se rend compte que bah, d'un coup, si c'est bien fait, Ouais. bah, même la part de physique peut représenter plus qu'Internet. Parce que, en fait, bah, tu vas avoir vraiment... tu as des gens qui n'achètent pas sur Internet, ça faut savoir, donc ça t'adresse déjà à quelqu'un d'autre. Mais en plus, ça te, Oui, mais est-ce que les gens ça te qui fait achètent... rentrer dans une autre cour, en fait, entre guillemets, et ça te permet Ouais. peut-être de justifier de l'augmentation de tarifs, ce genre de choses, et Est-ce- du coup, tu fais plus de marge. Tu vois. Ce serait intéressant d'avoir les stats. Est-ce que les gens qui achètent pas sur Internet, c'est les personnes qui n'achèteront plus demain, enfin, dans le sens où c'est les gens, c'est les 60, Non, 80 t'as des gens qui sont... Des jeunes aujourd'hui qui achètent pas sur Internet? Ouais, il y en a. En fait, déjà, bah, question de culture. Tu sais, typiquement avec l'immigration, il y a des gens qui achètent pas, tu sais, qui n'ont pas ce réflexe, ils viennent d'autres pays Ouais, et qui vont pas acheter en ligne. Donc eux, ils achètent effectivement peut-être plus en boutique. ok. Tout ce qui va être tourisme, Oui, tu vois, le tourisme, tu vas avoir effectivement donc peut-être les personnes plus âgées, mais tu sais, tu as des gens aussi qui sont débancarisés ouais, et du coup qui achètent que avec du cash. ouais. Voilà.
pour moi ces 3 personas. Hein. Ouais, mais qui reste pas la représentation complète de la société, mais non, une bien partie. sûr, ça reste une marge, mais je sais pas combien c'est en pourcentage. Non, mais 15%. Mais... c'est intéressant comme vision. C'est plutôt une vision où on va recentraliser au cœur de la ville l'expérience. Faut pas croire, surtout en centre-ville. Hein, si c'est une ville touristique, que tu es à Paris, tu as un petit truc, tu as les touristes. Ouais, Paris, c'est assez exceptionnel sur le sujet pour le coup. Voilà, je te donne un exemple. Un exemple qui reprend bien la thèse, mais. Ok, c'est intéressant. Donc là, tu montes ces sites e-commerce. Alors, comment tu fais aujourd'hui? Alors, on disait tout à l'heure, tu sais même plus trop, toi. Aujourd'hui, tu as entre 70 et 90 sites e-commerce. C'est compliqué parce qu'on a des versions internationales. On a des sites aussi qui font 0. Donc, voilà. Tu as des sites e-commerce aujourd'hui, même après avoir fait autant de sites qui ne fonctionnent pas? Ouais, parce que soit on n'a pas le temps. En fait, c'est surtout aussi une question de focus. Tu vois un site, il pourrait marcher avec des efforts, mais sur pareil. On lance en ads ou même on va pas forcément gagner d'argent. On fait, je sais pas moi, 5 000 euros de chiffre d'affaires. On fait 2 000 euros de bénéfices. 2 000 euros de bénéfices. Ce genre de site, en fait, on peut le rentabiliser. Aujourd'hui, on a l'expertise. Oui. On peut faire plus. Mais en fait, si déjà on galère, ça veut dire que la demande, elle n'est pas tant que ça. Ou alors, tu as déjà de la compétition qui adresse déjà correctement ce marché. Oui. On a plus intérêt à se focaliser sur un site qui a plus de potentiel. Et donc, on laisse volontairement mourir des sites, en fait. D'accord. Voilà. Ok. C'est plus ça, comme ça qu'il faut le prendre. Ok. Donc là, aujourd'hui, c'est ce que tu disais, c'est 20-80. Tu as 20 sites qui font 80% de ton chiffre d'affaires. C'est ça. D'accord. Et ton but, c'est de te focaliser vraiment sur ces 20 sites ou tu veux continuer on va continuer à développer, mais parce que ça nous permet de tester. Ça nous arrive d'avoir des bonnes surprises. Ah ouais, ça marche. Ah ok. Voilà. Tu peux donner l'exemple d'une surprise d'un truc je sais pas je vais te donner un exemple. Un exemple typique qu'on reprend souvent. On a un site de pyjama. Nous, on a fait tout le design du site en mode un peu pyjama femme, etc. Notre best-seller, à ton avis, c'est quoi? Pyjama homme. Ouais, exactement. Parce que c'est les femmes qui vont, ils achètent pour les hommes. C'est ça, exactement. Mais ça, tu peux pas le découvrir. Non, tu peux pas le savoir avant de le faire. Tu peux pas le savoir avant de l'avoir testé, en fait. Au final, on s'est retrouvé qu'un best-seller sera un site qui est brandé, tu vois, même pyjama femme et limite un peu lingerie compagnie. Ouais. Au final, c'est un pyjama homme qui est best-seller. Ok. Donc aujourd'hui, tu vends de tout. Tu parlais de maillots de bain, tu vends des maillots de bain, des pyjamas, c'est beaucoup de textile ou tu vends de... Ouais, le textile marche bien, mais après, on a tout type, on a tout type de produits. Après, effectivement, là, c'est un bon exemple, ouais, pyjama. Le pyjama homme qui se vend sur un site de pyjama femme, c'est le genre de truc que tu peux pas trop savoir, tu vois, avant d'avoir testé, en fait. Et du coup, justement, d'ailleurs, sur un site e-commerce, parce que moi, j'y connais rien, est-ce que quand tu dis best-seller, ça veut dire que 80% du chiffre d'affaires de site est fait par un seul produit? Fait par une dizaine de produits, ouais. Une dizaine de produits. Ouais. Ok. Et donc aujourd'hui, je me rends pas compte, mais 5 millions, c'est automatisé. Ça fonctionne comment? Est-ce que ce que vous faites, ça ressemble à du dropshipping? Vous n'avez pas de production, on a une partie en dropshipping, on a une partie en stock, on a une partie en stock en Chine. Généralement, comment ça se passe? Tu lances un site, c'est full drop. Tu as toute une phase de sourcing. D'accord. Donc dropshipping, ça veut dire que vous achetez sur une... Non, on n'achète pas sur des plateformes. Non. Ok. Non, ça c'est du dropshipping à l'ancienne. D'accord. Non, en fait, les gens qui font encore, ça existe, hein, il y a encore des gens qui font du dropshipping en commandant sur AliExpress, c'est pas du tout ce qu'on fait. Aujourd'hui, nous, on a ce qu'on appelle un agent, d'accord, qui est en Chine, qui est là, qui est une entreprise spécialisée justement dans le sourcing. Donc, on vend un produit. Tu as toute une phase de sourcing préalable, d'accord. Donc, on doit savoir qui produit. Tu as souvent, parfois, pour le même produit, différents fournisseurs avec différents niveaux de qualité. D'accord. Donc, c'est après notre agent qui fait un arbitrage entre tarifs, prix, qualité. D'accord. Quand tu vends, à partir du moment où tu commences à avoir des ventes régulières, donc généralement à partir de 3 ventes d'un produit, tu as le stock de notre agent, il va acheter, il va commander peut-être 10 produits, tu vois, et il va les mettre en stock. Et ça part en stock. Dès que tu as un produit qui va être vendu pas mal de fois, je ne sais plus les seuils, ça va surtout dépendre aussi des niches, mais il va même être commandé en bateau. Ça va mettre plusieurs jours, ça va mettre par exemple 60 jours à arriver en France, et ça va être stocké en France. Et ça va être après expédié directement depuis l'entrepôt à Aubervilliers. D'accord. Ça, c'est expédié rapidement. Ok. Avec du stock. Ok. Mais on a aussi des sites qui, par exemple, ont fait du Mais toi, tu achètes du coup directement... En Chine, mais la plupart sont en Chine, mais on a aussi quelques fournisseurs en France, en Espagne, voilà,
qui font la même chose, mais depuis la France, du coup, et depuis l'Espagne. Ok. On a aussi un truc en Lituanie. Voilà. Ok. Ouais. Et du coup, c'est des milliers de produits que vous vendez chaque mois, chaque année. C'est ça, ouais. T'as une idée un peu du nombre de produits que Aucune vous idée. faites? Et j'en ai rien à foutre. Non, mais c'est pas des indicateurs qui sont. Non, mais c'est vrai que c'est des indicateurs que tu connais pas, mais c'est intéressant de se dire, ça se trouve, chaque année, tu vends 100 000 produits, j'en sais rien, mais Peut-être, ouais, 20 000, j'en sais rien, je dirais comme ça. il faudrait regarder le panier moyen, ça pourrait permettre de voir. Mais... Et d'ailleurs, souvent en e-commerce, on a tendance à être sur des petits produits. T'as aucun site de e-commerce aujourd'hui qui vend des produits à 15, 20 000, 30 000 balles? Ça n'existe pas? Non, ça existe, mais en fait, le truc, c'est pour le testing et pour calibrer des publicités sur 15 000, 20 000 euros de panier moyen, il faut quasiment autant de dépenses, en fait, quasiment, tu vois, pour voir, vérifier que ça fonctionne. Donc, en fait, imaginons que tu as un site de meubles, tu vends même rien que des paniers moyens à 2 000 euros, tu vois, sur des meubles un peu luxueux et tout, enfin, premium, on va dire, pas luxueux à 2 000 euros, mais sur des meubles premium, bah, en fait, il faut souvent, pour savoir si un produit marche ou marche pas, parfois dépenser 3 fois son panier moyen. Donc, pour savoir si un produit marche, peut-être qu'il faut dépenser 6 000 euros pour savoir qu'un produit. Donc imagine, tu as un catalogue, tu vois, de 100 produits à 2 000 euros. Bah, en fait, il faut un énorme budget pour savoir si ça C'est pour ça que personne ne le fait en fait. Bah, si, il y en a qui le font, mais il faut être beaucoup plus solide en fait, pour faire du meuble. Tu vois. Ok. C'est des gros e-commerçants Bah ouais, qui... mais parce qu'en plus, le stock, le machin, le truc, et en fait, à chaque étape, tu dépenses une tonne. Mais justement, ça marche bien du coup. Souvent, ça marche bien, mais il te faut des gros capitaux pour aller sur ce type de niche. Et est-ce que les niches, elles tiennent dans le temps, notamment les pyjamas? Non, Est-ce on se que... fait souvent compétition. En fait, tu as beaucoup trop de compétition. C'est le problème du e-commerce, c'est que si tu laisses mourir un site, c'est-à-dire que tu laisses mourir un site, c'est-à-dire qu'il va marcher, il va tourner, ça va peut-être tourner 1 an ou 2 ans. C'est pas qu'il marche plus, c'est juste que tu as des compétiteurs qui ont vu que ton site marchait. C'est pour ça que tu as toujours ce côté un peu discret sur la partie e-commerce, parce que tu as toujours des gens qui vont chercher à être des parasites, en fait. C'est des parasites, vraiment. Le pire, c'est que les parasites, ils gagnent moins d'argent. En fait, c'est à la fin, c'est comme tu vas sucer les os d'un autre, tu vas prendre un petit peu, mais au final, tu seras jamais tu vas jamais gagner beaucoup, tu vois. Ouais, non, quand tu fais du e-commerce, tu sais vraiment en faire, tu vas chercher un marché qui est pas assez adressé. Tu vas te positionner sur un marché pas adressé. Mais le problème, c'est que tu as toujours parce que tu as des gens qui s'en foutent, ils vont gagner, leur boîte va gagner 2 000 euros, 3 000 euros, ils s'en foutent de faire des millions. Et tu vas avoir des parasites qui vont se greffer, quoi. Tu vois. Donc une niche, en général, en moyenne, ça dure combien de temps? Si tu la travailles pas, ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Et si tu la travailles, si tu la travailles, bah, c'est infini. Si Ok. tu la travailles, tu améliores les produits, tu vas trouver un autre produit qui n'est pas spécialement vendu, tu vas améliorer l'expérience client, tu vas améliorer le SEO, tu vas toujours être devant tes concurrents, en fait. Donc, en fait, même si tu as des parasites, tu fais toi-même grossir ton propre gâteau. Donc, au final... Au final, ça tient dans le temps. Ah oui, bah, au final, il n'y a pas de mort, c'est un vrai business. Tant que tu as des gens qui achètent le produit que tu vends, tu vas avoir... Et donc, alors, sur ces 4-5 dernières années, vous avez quasiment fait x2 à chaque fois? Enfin, si je fais le calcul, 500 000... Non, là, on va être en ralentissement là, cette année, ouais. Gros ralentissement là, cette année. Ok, pourtant, tu évoquais que vous allez faire 7 ou 10 ouais, millions. mais on va en chiffre d'affaires, mais après en marge, parce qu'on a pas mal réinvesti. Ouais, quoi que si on fait 5-7... Ouais, non, on fait 30% du coup, c'est ça? Ouais, mais en chiffre d'affaires. En marge, on va pas faire 30%. Ok. Donc on travaille dessus. En fait, on a eu pas mal de soucis cette année. On est en train de restructurer. Oui, peut-être en chiffre d'affaires, effectivement. On va peut-être faire une belle croissance. Ok. En chiffre d'affaires, mais pas en marge. Voilà. Et encore une fois, c'est la marge qui compte. Hein. Ouais, bien sûr. On s'en fout du chiffre d'affaires. Ouais, c'est vrai. Non, mais je parle du chiffre d'affaires parce que... des vanity metrics, le chiffre d'affaires. Non, mais ça permet de donner des chiffres et de comparer. Non, on parce va que peut-être faire effectivement plus 30% quand même cette année en chiffre d'affaires, mais pas en marge. Voilà. Ok. L'année prochaine. C'est l'objectif. Sur le... Tu bois pas d'eau? Je vais prendre un... Ouais, Effectivement, vas-y, pose ta question. Je me dis, Vas-y, pose ta question. Pauvre, tu bois pas d'eau, t'es en train de parler, t'étais en train Non, de je regarde t'assécher. surtout le micro, voir, mais... Non, tu as développé toutes ces activités, tu as fait le choix de revendre. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement comment ça se passe, comment on trouve un acheteur, ou comment toi, tu as trouvé un acheteur? Du coup, tu expliquais tout à l'heure, tu calcules, on sait à peu près comment tu peux revendre le prix que tu peux imaginer. Quelles sont les clauses qui sont mises en place et combien de temps ça prend? Parce que souvent, on n'a pas d'idée du temps que ça prend. Alors, pour trouver un acheteur, il y a 2 manières. C'est soit, justement, si tu veux trouver un acheteur, dans ce cas-là, tu vas sur souvent peut-être des banques d'affaires qui vont t'accompagner ou des services de fusion-acquisition qui, eux, sont toujours en recherche. Tu peux passer par de la FUSAC et ils vont, en fait, c'est leur rôle
avec une commission, mais c'est leur rôle de trouver un acheteur. Moi, c'est pas Mais, ça qui même s'est pour passé. des boîtes, pardon de te couper, même pour des boîtes aussi petites que... Ah. Parce que souvent, la FUSAC, c'est des gros deals quand même. À partir de... Non, je pense que les boîtes, ça peut se vendre avec un intermédiaire. Oui, ça va être tu vas avoir un minimum, mais sur au moins, je pense, 1 million quand même. D'accord. Ça doit être, Ok. j'en sais rien. J'ai pas envie de- vu que je ne l'ai pas fait, j'ai pas envie de te dire de bêtises, mais je pense que Ok. ça doit commencer à un M. Ok. Euh, Toi, t'as fait comment du coup? Moi, en fait, c'est ça. Moi, j'ai eu des prises de contact régulières. Tu as souvent des gens, Ok. qui te contactent, en fait, naturellement. Je devais recevoir plusieurs fois des mails plus ou moins sérieux. Et ça m'arrive de faire des rendez-vous initiaux. Et là, le rendez-vous initial, en fait, du coup, de ceux qui m'ont racheté, bah, ils étaient dans un projet où, en mode, ils vont créer un groupe d'agences, où ils sont en mode pour liberté totale du repreneur, chose qui m'a assez plu. On était sur une valorisation peut-être un peu inférieure à ce qui se fait sur le marché, mais, on est sur... On peut le dire combien t'as vendu ou pas? oui, j'ai vendu... alors, attends, ça dépend quand est-ce que tu sors le podcast. Non, je vais le Mais sortir. en moyenne, c'est entre 3, comme je te l'ai dit, c'est qu'une agence, c'est Ouais. entre 3 et 5 fois les l'EBITDA. Si tu as un peu de MRR, moi, ce qui est mon cas, on est plus autour de 6-7, mais c'est pas non plus, je suis pas full MRR. Donc, on est sur une tranche à peu près moyenne de ce que je viens de dire, entre 3 et 5 fois les l'EBITDA. Et je t'ai pas donné mon EBITDA, mais si les gens Non, mais veulent c'est le pas grave. connaître, ils peuvent Ouais. regarder sur Papers. Voilà. Ok. Et du coup, donc, pour revenir à la vente, donc on est plutôt sur un montant assez légèrement inférieur de ce qui se fait sur le marché. Après, souvent, les ventes, quand elles se font à des multiples, on va dire, élevés, il y a souvent des phases d'audit assez vénères. Tu peux avoir une phase de valorisation, mais tu as un audit vénère, ce qui n'est pas du tout mon cas. Moi, mon audit, c'était limite si c'était juste un accès comptable, quoi, tu vois. Ok. Donc ça va, ils Donc, étaient dans la confiance plutôt. ouais, à fond Ok. dans la confiance, ce qui est très appréciable. T'avais été recommandé, vous aviez des amis en commun ou pas du tout? Non, pas du tout. Après, bon, il y a quand même des choses qui rassurent, tu vois. Tu as des Ouais. bilans qui rassurent, tu as le SEO qui rassure, tu as plein d'autres éléments qui rassurent beaucoup, là, le discours, machin. Voilà. Encore une fois, il n'y a pas de règle dans le business. Moi, j'ai toujours vu des exceptions incroyables, mais voilà, moi, dans mon cas, j'ai déjà vu une fois une valorisation super élevée avec pas d'audit, ce qui me paraît incroyable, mais voilà. Donc, moi, j'ai eu un deal un peu standard. Deal standard, donc, c'est tu vends, mais tu restes engagé. Tu as des objectifs à atteindre pour plus ou moins varier ta valeur de revente, et du coup ma valeur de revente totale je vais la connaître là début janvier, voilà. Donc Ça fluctue de 10-20%, j'imagine? ça fluctue d'une année jusqu'à 33% quand même. Ok. Ça peut fluctuer jusqu'à 33% du montant, et voilà. Donc là je suis en fin de phase d'earn-out du coup jusqu'à janvier. Ça dure combien de temps du coup entre le moment où tu les as rencontrés et le Ça moment où s- c'est terminé? Moi, c'est assez long, mais ça aurait pu être plus rapide. Ça a duré quand même 6-8 mois. Ok, mais ça c'était la phase de négociation. Non, tout le process a duré 6-8 mois. Bah du coup enfin où j'ai mal posé ma question, mais vu que tu vas encore attendre un an Ah avant de oui, non, mais récupérer- ça c'est pour les phases. Oui, mais Tu les as me rencontrés peux- quand? Je les ai rencontrés en mai, du coup. 2023? En mai 2022. Mai 2022? Oui, mais du coup, le deal s'est fait de mai 2022 à... ça s'est fait en décembre 2023. Oui, mais c'est un deal classique, mais du coup, après, tu as un engagement du coup sur Oui, j'ai un an. engagement, mais le deal, tu m'as posé la question le process de vente, ça a duré. Ça du coup, durait 6-8 mois. Ça a Ouais, duré mais 6-8 tu mois. touches enfin, pour moi, la vente, elle s'est pas faite tant que tu n'as pas touché l'argent. Donc, Oui. Mais- Du coup, le deal complet, en gros, entre la rencontre, c'est mai 2022. Ouais, c'est ça. Et la dernière tranche d'argent que tu vas toucher, c'est janvier 2025. Non, la dernière tranche d'argent que je vais toucher, du coup, c'est du coup 1 an et demi après, donc c'est En juin 2025. Janvier 2025. Janvier 2026. Parce que, Ok. en fait, certes, la fin de mon earn-out et le montant que je vais avoir va être connu en janvier 2025. D'accord, mais tu es payé N mais plus je 1. vais être payé N+1. Ok.
Ok, d'accord, je sais. Mais le gros chèque, ça reste en janvier 2025, parce que c'est en plusieurs montants. Je ne vais pas D'accord. toucher de zéro, j'ai pas zéro, et après, entre guillemets, je touche d'un coup. Ok. C'est progressif. Ok. Donc là, j'ai déjà touché un petit chèque, mais le gros chèque, c'est en janvier. Ça change quoi en interne de vendre une boîte? Pour mon cas, rien. L'équipe Mais a... non, parce que encore une fois, il laisse de l'autonomie, mais tu as différents types Non, mais je veux dire... d'achats. Alors, pardon, encore une fois, j'ai mal posé ma question. Ou alors, on se comprend pas. Est-ce que ça Si, fait mais je te plusieurs dis fois vraiment, c'est rien. Non, mais quand je dis interne, c'est ton équipe à toi. Vous êtes Ça a une rien vingtaine changé. aujourd'hui. Ouais, ça n'a rien changé. Parce que c'est toujours moi qui dirige l'entreprise, tu sais, Ok. il n'y a pas de changement. Ok. Donc, non, c'est juste qu'on a changé de bureau, quoi. C'est juste ça qui a changé pour l'équipe, quoi. Et peut-être janvier 2025, enfin, il y aura peut-être... Ou janvier 2026, du coup, il y aura peut-être des changements. Ah bah mais à ce voilà, moment-là. c'est peut-être en janvier 2026, il y aura des changements, mais on a le temps de voir venir d'ici là. Voilà. Ok. Vous voulez préparer en amont. Ok. C'est pas encore d'actualité, encore une fois, ce que je te disais au début du podcast. Ouais, c'est que peut-être que ça va j'attends de durer dans le temps. voir qu'est-ce qui va être proposé ou quoi. Voilà, donc Ok. Donc là, les dés sont jetés. Tu sais pas encore ce que tu vas faire en 2026 pour l'instant. exactement, c'est ça. Donc en janvier 2026, c'est là où effectivement je suis enfin, j'ai terminé mon engagement. Ouais. Tu pars sur une phase 2. Je pars sur une phase 2, exactement. Voilà, Ok. donc à voir. J'ai 2 questions pour terminer ce podcast. C'est quoi ta passion inavouable? Inavouable. Ouais. Ah oula, bah non, tout est avouable. Ou alors c'est que c'est trop inavouable si tu veux pas me le dire. Non, justement, non, j'ai pas spécialement de passion. Moi, j'aime beaucoup le business, j'aimais beaucoup Non, qu'est-ce que tu veux que je te dise en passion? J'ai pas spécialement de passion bizarre, un petit peu, tu vois. T'as pas Non. un truc que tu fais qui est bizarre? Non, j'ai pas de truc qui est bizarre, non. Je suis désolé. Je peux te donner des réponses si tu veux, ça Ouais, me permettra vas-y. de t'aider. Ouais. J'ai eu une personne, alors c'est pas bizarre, mais c'est atypique, Francis Lelong, qui est le cofondateur de Sarenza, qui est naturiste. On a eu Ouais, ben non, je suis un peut-être gars trop- qui collectionne les chaussons d'hôtel. Ouais, non plus. Euh, une personne qui se masturbait 5 fois par jour. Ouais, Tu non vois plus. Non, je suis peut-être trop sage, faut croire. T'es un mec peut-être geek encore aujourd'hui? Tu passes beaucoup de temps sur les jeux? De jeux vidéo? Ouais. Ah non, je joue pas du tout, non. Tu joues plus? Ah non. Je suis trop sage, je crois. Tu fais rien de bizarre? Non. Tu te mets des cuites avec des Bretons une fois Ouais, tous voilà, les 6 mois. mais ça, c'est la... Est-ce que c'est bizarre, ça? Non, pas C'est de la trop culturation, inavouable. ça. Non, je sais pas, j'aime bien tout ce qui est zen, détente, donc tout ce qui est... Non, mais est-ce que c'est inavouable? Non, je fais... Non, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se font masser régulièrement. Moi, j'aime bien les massages. Ok. Mais à part ça, Tu sais suis pas si Est-ce que tu fais des trucs, je sais pas, t'as déjà fait des retraites spirituelles? jamais... ouais, si j'en ai fait une, mais trop courte pour vraiment être Ok. une rituel. C'était quoi? C'était une journée ou deux, donc... Ah oui, ok. J'ai déjà fait je fais du yoga, donc je m'y suis remis du coup. Ça fait Ok. 3 mois que je fais du yoga, mais voilà, c'est pour la maintien en forme physique. J'ai un problème de dos, donc ça me fait du bien. Et j'ai déjà fait une retraite de yoga, tu vois. Ok. C'est tout ce que, je sais pas si c'est bizarre, tu vois. Non, c'est pas bizarre du tout, Ouais. mais Mm. t'as un petit truc, mais tu veux pas nous le dire. Ouais. Et pour terminer ce podcast, est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, un sujet qu'on n'a pas abordé, qui te semblerait important d'aborder, une question que tu aurais aimé qu'on traite? Ben, je sais pas sur comment tu veux tourner le podcast. On n'a pas parlé d'investissement, mais après, c'est toi qui... Si, Non, t'as raison, on peut on en a- parler. Bah, je veux pas le faire volontairement pour que ça soit commercial sur ce sujet-là, mais c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Merci de tendre la perche. Mais non, l'idée, c'est pas de le promouvoir dans ce sens-là. Donc, mais en effet, t'as raison, on bosse ensemble sur cette On partie. bosse ensemble sur la partie IMO. Voilà, moi je fais un peu du coup de crypto. Si je suis un peu geek, si ma passion est inavouable, si c'est les cryptos du coup. Ok. Je suis beaucoup trop dans les cryptos par rapport à ce que ça rapporte. C'est-à-dire. Non, ça m'a bien rapporté au début. Si tu regardes le capital que j'ai mis par rapport effectivement à ce que ça m'a rapporté, si on pourrait même dire que j'ai gagné pas mal d'argent dans les cryptos. Mais là, ça va faire 3 ans que ça m'a apporté rien, que je fais que des décisions flat, tu vois. Et du coup, ça fait 3 ans que je bosse dans les cryptos pour rapporter zéro. Voilà. Mais parce que le marché, en fait, je fais une stratégie qu'on appelle le yield farming, qui est dans les Ok. cryptos, qui en gros de mettre, je vais pas rentrer dans les détails, mais tu mets en gros 2 cryptos dans des pools de liquidité. Ok. Ça te rapporte des intérêts. J'utilise un service essentiellement qui s'appelle Bifi, qui est une petite vache qui va te auto-compound, en gros, tes sortes de yield. Bon, là, on rentre dans du technique, mais l'idée, c'est que depuis 3 ans, en fait, vu que les cryptos, ça fait ça, même c'est plutôt
les intérêts du yield compensent juste la perte Ok. des cryptos. Donc en gros, mon investissement depuis 3 ans, il est flat, quoi. Ok. Mais du coup, tu es exposé à la crypto, bourse. Bourse, ouais, ETF classique, quoi. Ok. Et IMO, du coup. Et un petit peu d'IMO. Ok. Bah, tu commences à être pas mal en IMO, du coup. Ouais, si tu comptes. Tu Ouais, t'es après, je acheté sais un- pas ce que c'est, si c'est pas mal ou pas. Bah, t'as quoi? T'as un appartement à Marseille? Ouais. Un deuxième? Tu t'es Bah positionné là, dessus? je suis en train de reprendre un Ah, tu vas deuxième. te positionner. T'es sous compromis ou pas? Ouais. Ok. Sous compromis à Marseille. 2 sur Saint-Nazaire. Ouais. Et un à venir en cours. Ça prend du temps. Je t'expliquerai après pourquoi. Mais non, mais j'ai eu les infos, je t'expliquerai pourquoi. Enfin, la personne, en fait, elle est la personne qui vend. Alors, c'est bon signe. Bah, voilà, petite info IMO. Tristan se positionne sur un bien en Ile-de-France et en fait, la personne qui vend est sous tutelle. Donc, Ouais. bon, en général, c'est aussi comme ça que tu fais des bonnes affaires, mais ça prend du temps. Parce que du coup, c'est pas elle qui décide. Donc, sous tutelle, ça veut dire que c'est la personne T'attends qui. la décision, bien sûr. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça prend du temps. Mais c'est aussi. Enfin, on fait pas une excellente affaire dans le sens où on ne peut pas avoir un prix qui serait complètement décorrélé du marché, même si la personne n'est pas forcément consciente de ce qu'elle vend. Parce que, un, il faut respecter les gens, et deux, il y a aussi des réglementations. Parce que tu peux pas acheter à n'importe quel prix un appartement quand tu. Enfin, souvent, ça c'est ignoré, mais tu peux pas négocier. Si tu tombes avec des gens, même s'ils sont qui sont complètement à côté de leur pompe, en fait, si tu achètes un bien moins de la valeur de 6/12 de ce bien, 5/12 ou 6/12, je sais plus, et que tu le revends dans les 2 années qui suivent, voire même un peu plus longtemps, bah, tu peux te faire retoquer par rapport à cet achat. Donc, donc tu peux pas faire n'importe quoi là-dessus. Et donc c'est ce qui fait que ça prend un peu plus de temps sur ce projet-là. Mais de toute façon, l'IMO de fait, c'est long. Mais du coup, ok. Donc tu réalises. Et ton objectif, c'est justement sur ces placements financiers, c'est quoi? C'est de rester toujours diversifié? C'est d'aller vers quoi? Non, c'est juste qu'entrepreneur, tu es tellement taxé en France que le seul moyen de t'enrichir, en fait, quand tu restes en France, tu Ouais. pas trop le choix, c'est de l'IMO. Ouais. C'est juste parce que je pense que c'est le seul moyen, quoi. Mm. Ouais. Malheureusement, il n'y a pas trop d'autres outils vu les taxes qu'on a. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Non, mais c'est vrai. C'est l'un des seuls moyens pour pouvoir construire son patrimoine et de. C'est le seul moyen, je pense, quand tu es entrepreneur. Enfin, même pas quand tu es salarié aussi, hein, d'ailleurs. Salarié, tu as plein d'avantages à être salarié et élever de l'IMO, quoi. Non, c'est un des rares trucs qui marche encore dans ce pays. Donc faut en profiter un petit peu, quoi, voilà. Et d'ailleurs, justement, tu vas rester en France? Ouais, alors c'est vrai que pour mon activité, c'est vrai qu'on est, on est très tenté à l'international, ça marche beaucoup mieux. Pour l'instant, tant que je suis moi, je me plais beaucoup à Paris. Voilà. Ok. Mais c'est vrai que pour l'activité, on est tenté de voir ailleurs. Ok. Donc tu sais pas. Je sais pas encore. On verra en 2026. On verra en 2026. Ok. Bon, ben, merci Tristan. Merci à Maurice. C'était cool d'échanger avec C'était toi. cool. À bientôt. À plus tard, salut. Salut.